Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. Hier soir, on est revenu sur certains débats concernant la compo qui sera alignée demain à Stuttgart. Et bien aujourd'hui, on va essayer de la deviner dans son entièreté, cette composition, avec des incertitudes sur chaque ligne, mais des indices qui vont dans le sens de titularisation, de certaines mises au banc aussi par Luis Enrique. On va revenir sur tout ça, bien sûr aussi sur les enjeux de cette dernière journée de championnat de Ligue des Champions avec en même temps donc 17 autres matchs qui seront joués en simultané avec le fameux multiplex. Alors, on est supporters parisiens ici, bien sûr qu'on va regarder Stuttgart PSG et certainement pas le multiplex. Si on passe en barrage, bien sûr, on se fera le replay de l'équipe qu'on aura à affronter. On la connaîtra vendredi. Le tirage, ce sera en fin de semaine à midi, je crois, si je dis pas de bêtises, le 31 janvier. Mais avant cela, bien sûr, il faut boucler cette qualification qui ne l'est pas encore, malgré la très belle victoire contre Manchester City la semaine dernière, sur laquelle il faut évidemment capitaliser. Voilà, demain, déplacement en Allemagne, avec beaucoup de scénarios possibles. Bien sûr, la qualification dans la majeure partie des scénarios, puisque une victoire ou un match nul te l'assure, et une défaite aussi. Alors, il y a certaines conditions, il faut que Zagreb perde à Milan, que Manchester City ne gagne pas Bruges. Il y a Sporting Bologne aussi. Il faut que Bologne gagne à Lisbonne contre le Sporting, sachant que ils sont éliminés Bologne et que c'est à l'extérieur face justement à un Sporting qui va jouer sa survie européenne. Et le dernier match, c'est Benfica-Juve. Ah oui, Benfica-Juve aussi, c'est important puisque si tu perds, il faut que la Juve perde, que le Benfica perde contre la Juve en ayant une différence de but plus forte que toi sur ta défaite contre Stuttgart. Donc là, j'ai cité 4 matchs. Il faut que 2 soient remplis, 2 de ces conditions soient remplies pour qu'on soit qualifié malgré une défaite demain. Voilà. Donc, ça fait quand même des scénarios un peu tirés par les cheveux. C'est vrai que c'est difficile de se projeter. Alors, il y a eu la question de faire match nul ou pas, arrangement entre les deux équipes, parce qu'un nul, ça assure à 99% la qualification des deux. Mais visiblement, ce sera pas le cas du tout. Enfin, on connaît Luis Enrique, il va pas se défiler. Et demain, on va jouer bien sûr notre jeu. Voilà, la semaine dernière, on s'est présenté contre City, on n'était pas du tout favori. Tout le monde nous voyait perdre, se faire bousiller au Parc des Princes. Et au final, bah voilà, on a eu l'ambition d'aller chercher le ballon, la possession, les attaquer, machin. Donc, je vois pas pourquoi demain, on se renierait, bien sûr, même si on peut s'interroger. Parce que finir le plus haut possible dans le tableau, ce serait pas forcément l'idéal. C'est-à-dire que là, t'es 22e, ok? Donc, si tu fais un nul, en vrai, c'est très compliqué de se projeter sur les barrages, quel adversaire t'auras, et même, voilà, le classement final. Trop de clubs sont au même nombre de points avec des différences de buts assez similaires. Nous, on est à +2, donc ça, c'est un vrai avantage parce qu'on est parmi les meilleurs dans cette partie du classement, donc ça, c'est cool. Mais typiquement, si tu finis 18e, 17e, 16e ou 15e, ton barrage, donc si tu finis 18 ou 17, ton barrage, tu le fais soit contre le 15e, soit contre le 16e. Et inverse, si tu finis 15 ou 16, tu le fais donc contre le 17 ou le 18e. Donc, tu te dis, le barrage serait relativement facile. C'est une équipe qui est proche de toi au classement. Normalement, c'est équilibré. Mais après, en 8e, en cas de qualification, tu te tapes le premier ou le deuxième du classement. Liverpool ou le Barça. Donc, ça pique un peu. Or, si tu es 22e, tu affrontes le 12e ou le 11e du classement. Je pense pas qu'il y ait de grande différence. C'est-à-dire que hors top 8, je pense que c'est quand même assez homogène, quoi. Les équipes se ressemblent globalement toutes. Que tu affrontes le 15e ou le 12e, bon, dans tous les cas, faut gagner, déjà. Ensuite, voilà. Alors, il y a certaines équipes à éviter, hein. C'est sûr que ce serait mieux d'affronter un Feyenoord ou Lille qu'un Real Madrid, mais le top 8, c'est vraiment les meilleures équipes européennes, quoi. Alors, à part l'Atlético, qui sont 6e, je crois, mais du coup, si tu finis 22e et qu'après tu passes en barrage contre le 12 ou 11e, t'affrontes le 5-6e au classement. Et si t'es 23-24e, t'affrontes le 7 et le 8e au classement en 8e de finale. Bon, alors par contre, en barrage, t'affrontes le 9e et 10e. Là, je pense que 9-10e, c'est des bonnes équipes. Mais voilà. C'est vrai que la question peut se poser. Est-ce qu'on a intérêt? Alors après, il y a autre chose. Si tu finis à partir de la 16e place,
tu joues ton match retour du barrage et du 8e à l'extérieur. Et ça, on sait qu'au PSG, c'est important, même si l'année dernière, on a prouvé le contraire en allant se qualifier à Barcelone, à la Real Sociedad aussi, le match à Dortmund où on fait match nul pour aller chercher la qualif en phase de poule. Mais bon, globalement, on se déplace moins bien qu'on reçoit et c'est toujours un avantage d'avoir le match retour chez soi avec son public. Donc, c'est vrai que là-dessus, ça pourrait être une motivation d'aller chercher au-delà de la 16e place, 15e, 14e. Après, là, on est quand même très, très ambitieux. Hein. Ce serait une remontée absolument folle, mais je crois qu'elle n'est pas impossible. Le top 8, par contre, ça l'est. Bref, bon, passons à la composition. Les scénarios mathématiques, machin, c'est quand même assez compliqué. Moi, j'ai quand même une... Enfin, tout ça pour dire que je pense préférer terminer 20e, entre la 20e et la 24e, plutôt que d'être plus haut et avoir en 8e à affronter, enfin on n'est pas qualifié, mais bon, un 8e contre Barcelone, Liverpool, même l'Inter ou Arsenal, c'est quand même très compliqué quoi. Je préfère avoir 2 matchs plus équilibrés, le barrage et le 8e, plutôt qu'un barrage plus facile et un 8e plus difficile. Bref. Au niveau de la composition, bien sûr, quelques incertitudes. À quel point Luis Enrique va changer des choses par rapport à la belle victoire contre Manchester City. Il est un peu forcé aussi par la suspension de Nuno Mendes pour accumulation de cartons jaunes. Bon, commençons au cage avec Donnarumma. Alors, normalement, on va avoir un match rythmé, une équipe adverse qui va venir nous chercher, jouer en contre, nous presser peut-être. Ça pourrait aller dans le sens d'une titularisation de Safonov, mais voilà. Donnarumma reste sur 2 bons matchs contre City, contre Reims. Il refait des arrêts à des moments cruciaux, 0-0, ou alors quand on est vraiment sur un temps faible, il nous garde la tête hors de l'eau. Donc au pied, il est sûr. Pas d'erreur contre City ni contre Reims. Les sorties sont plutôt correctes, même dans les airs. Donc Donnarumma doit continuer sur sa bonne lancée, qui, on l'espère, va enfin lancer sa saison. Voilà, ce qui voudrait dire qu'on ne l'a pas complètement perdu lorsqu'on l'a mis en concurrence, lorsqu'on l'a poussé dans ses retranchements avec Safonov en fin d'année 2024. Bref, latéral droit, Hakimi, normalement, hein, va revenir. Alors c'est vrai qu'il est dans une période bizarre, avec beaucoup de mises au repos. Coupe de France, Lens, Reims ce week-end. Le match contre City, c'était pas forcément le plus énergivore pour lui. Il n'a pas été le plus en vue sur le terrain. Alors après, quand tu as des prestations comme celle de João Neves, Barcola sur le moment clutch, c'est sûr que c'est difficile de faire mieux, mais il n'empêche que ça n'a pas non plus été le Hakimi de la première partie de saison qu'on a vu. Donc c'est vrai que demain, déjà je suis content de le revoir. Parce que je dis tout ça parce que c'est bizarre toutes ces mises au repos de la part de Luis Enrique. Soit il y a une petite usure musculaire chez Hakimi, soit il y a eu un truc entre les deux. Donc bon, je sais pas trop, mais bon, rien à filtrer en ce sens dans tous les cas dans les médias. Mais demain, normalement, il est titulaire bien sûr, et puis très important pour l'animation offensive. La charnière centrale, avec Marquinhos, central droit bien sûr. Alors, pareil, lui, il était au repos contre Reims, mais il avait eu une blessure juste avant. Et puis bon, Marquinhos, à chaque moment, à ce moment de la saison, à chaque fois, il se blesse un petit peu, donc on gère l'organisme. Surtout qu'il n'y a personne derrière lui. Demain, donc, comme j'ai dit, Stuttgart, équipe qui ouvre le jeu, qui devrait nous attaquer en nombre. Donc, quand on récupérera le ballon, il faut absolument pas hésiter à jouer long, chercher de suite les attaquants pour exploiter les espaces que Stuttgart vont laisser. C'est sûr, ils vont pas bétonner. Ils ont la qualification à aller chercher. Jouer, à la limite, peut-être jouer le 0-0, mais je vois quand même un match ouvert. En plus, ils sont chez eux. Il y aura une grosse ambiance. Ils vont être galvanisés. Donc, franchement, en récupérant le ballon, il y aura des enjeux vraiment de tout de suite lancer dans la profondeur, chose que Marquinhos sait faire. Voilà. Et il l'a montré en plus en première partie de saison. À certains moments, il envoyait des beaux ballons. Bon, Pacho, même constat bien sûr. Hein, normalement, il sera titulaire à ses côtés. Aussi défensivement, face à Undav par exemple, hein, l'attaquant normalement titulaire demain du côté de Stuttgart. Millo aussi, hein, bien sûr, qui est plus milieu offensif, mais qui se projette bien et qui surtout est plutôt demi-espace droit, donc la zone de Pacho. Il aura à gérer donc le jeune français, qui joue contre d'ailleurs son club de cœur. Il avait fait une déclaration il y a quelques mois en disant « Le PSG c'est mon rêve, le PSG c'est vraiment mon club de cœur ».
Déclat qui n'avait débouché sur aucune rumeur de le PSG le suit, le PSG le veut. C'est vrai qu'on parle d'une zone quand même qui est assez fournie avec l'éclosion de Désiré Doué par exemple ces derniers temps. Au poste de latéral gauche, bon, on a déjà traité ce débat hier, je vous renvoie à la vidéo. Perso, je vois Lucas Hernandez titulaire, tout va dans ce sens. Il est rentré contre City, contre Reims il a joué, et en plus il est sorti assez tôt, probablement en vue de la titularisation demain. Il a l'expérience, c'est un leader qui est très apprécié de Luis Enrique, même si moi personnellement il me fait un peu peur. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand d'autres solutions, donc c'est vrai que on va voir en Ligue des Champions le bon vieux Lucas latéral. Voilà. Au milieu, alors au milieu, comme d'habitude, 4 joueurs pour 3 postes. On peut ajouter Désiré Doué, mais je pense que demain, il est plus dans les débats sur l'animation offensive, plutôt qu'au milieu. Honnêtement, je trouve que c'est un match où c'est assez facile de deviner le milieu de terrain. Peut-être que je vais me planter complet et que Luis Enrique va faire autre chose, mais déjà à 6, je vois Vitinha, qui n'est pas titulaire contre Reims, mais qui rentre assez tôt, qui fait une plutôt bonne entrée, joueur que Luis Enrique adore, voilà. Demain, il faudra ce genre de joueur pour imprimer le rythme, mettre de l'énergie, mais aussi calmer le jeu par moment. Le match de Ruiz à ce poste contre Reims samedi a été très mauvais, donc ça l'écarte complètement. Et Joao Neves, je le vois plus du coup relayeur gauche, bien sûr, après son grand match contre City, pas de raison qu'il ne soit pas titulaire. Et à droite, comme on devrait retrouver Dembélé et Hakimi, je pense que Warren va aussi retrouver sa place. Il n'était pas titulaire contre City, c'est vrai. Mais il rentre assez tôt, 61e minute, et il faut rappeler qu'il termine le match à Lens, donc le week-end précédent, avec une douleur. Je sais plus si c'est je crois que c'est la cheville. Il finit le match, il boite un peu. Donc peut-être qu'il y avait des restes de cela, mercredi dernier, au Parc. Alors Fabien Ruiz à sa place a fait un bon match, même si du coup il sort à l'heure de jeu pour Warren. Je pense que ce sera Warren titulaire demain. Le match s'annonce très ouvert, comme on l'a dit. Stuttgart, ils vont être poussés par leurs supporters. Ils ont mis aussi en difficulté des grandes équipes. Alors leur campagne de Ligue des Champions est pas dingue. Ils ont pris une valise à Belgrade. Leur seul fait d'armes, c'est la victoire à la Juve. Ils gagnent 1-0. Et ils font un vrai match. Vraiment, la Juve se fait tourner. Alors, ils perdent au Bernabeu, je crois que c'est 3-1 contre le Real. Mais ils font un bon match quand même. Voilà, contre les grosses équipes, c'est vrai qu'ils arrivent à se sublimer et à mettre en difficulté. Donc, demain, il y a ce scénario où ils te mettent en difficulté, ils arrivent à se créer des grosses occasions. Et nous, on va devoir résister. Quand ils vont récupérer, bien sûr qu'ils vont jouer les contres à fond. Et donc, on a besoin d'être dans le rythme, d'avoir des joueurs vifs, explosifs, qui réussissent à courir derrière le porteur, à récupérer. En gros, pas Fabien Ruiz, quoi. Pas le mou de Fabien Ruiz, mais plutôt Joao Neves, très électrique. Et Warren, bien sûr, l'impact au duel nous aidera aussi pour aller presser. Warren est un très bon presseur. Voilà, il enclenche très souvent. Joao pareil. Donc, pour tout ça, je pense que Fabien Ruiz ne sera pas titulaire. Surtout, 2 indices. Il a joué tout le match samedi contre Reims. Il a fini la partie. Et en général, avant la Ligue des Champions, Luis Enrique sort ses futurs titulaires. Alors vous me direz, Warren a aussi joué tout le match contre Reims. Il faut aussi noter ça. Mais Fabien a quelque chose en plus, c'est qu'il est sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune demain. Il était déjà contre Manchester City, en plus de Nuno. Du coup, Nuno a pris son jaune bête, Fabien s'est bien tenu. Et d'ailleurs, si Luis Enrique le sort dès l'heure de jeu, c'est peut-être du coup pour éviter ça. Demain, je pense qu'il ira plus loin en ne le titularisant pas. Il n'y a personne d'autre, je crois, que lui, qui est sous la menace de suspension pour le barrage aller. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis devant, en attaque, bien sûr. Alors, je vois quand même le trio Dembélé, Barcola. Et puis pour la 3e place, alors on peut discuter entre Doué, Likanguine, pourquoi pas un Gonzalo Ramos, même s'il me semble écarté des débats. Je pense que ce sera Désiré Doué. Même si j'arrive pas à savoir qui sera le faux neuf et qui sera l'ailier droit entre Dembélé et Doué. Parce que moi j'aime bien Doué en fait, quand il est faux neuf numéro 10, 4e milieu, appelez ça comme vous voulez. Mais de l'autre côté, Dembélé dans les grands matchs,
joue quasi systématiquement dans ce rôle de faux neuf. Donc peut-être que demain, Luis Enrique va mettre Dembélé faux neuf et Doué sur son côté droit. Bon, à gauche, Barcola, hein, bien sûr, il va retrouver son poste. Alors, pas dans d'excellentes dispositions. Hein. On a parlé de la titularisation de Lucas Hernandez précédemment. Pour Barcola, ça veut dire un latéral qui monte moins, qui lui apporte moins de solutions de dédoublement, même pour lancer dans la profondeur et tout ça. Et surtout, défensivement, Barcola va devoir aider Lucas et faire les replis pour éviter de retrouver Lucas dans des situations d'infériorité numérique. Donc c'est vrai que pour Barcola, demain, ça risque d'être un peu un match de dur labeur, où il aura des efforts à faire et où il sera pas forcément dans les meilleures dispositions. Après, il sera aussi avec un João Neves qui est en grande confiance, qui sera frais, puisqu'il est même pas rentré contre Reims, lui, pour le coup. Dembélé, est-ce qu'il va continuer comme contre Reims sur son côté droit, hein, qu'il avait retrouvé au Parc des Princes samedi, ou plutôt faux neuf? C'est toute la question. Et après, Désiré Doué, bien sûr. Alors, je pense que les deux interchangeront, hein, mais je vois plutôt Dembélé démarrer dans ce rôle de faux neuf plutôt que Doué. Et bien sûr, on peut dire Lee Kang-in, parce que c'est vrai que dans un match qui sera très ouvert, Luis Enrique pourrait être tenté de mettre des joueurs qui t'assurent la conservation du ballon pour un peu casser le rythme et les velléités adverses. Personnellement, je vois plus ces dispositions préférables, enfin en deuxième mi-temps, quoi, pour faire rentrer Lee Kang-in à un moment où tu mènes, où il y a le match nul et que tu veux un petit peu fermer le match, calmer les ardeurs, typiquement, tu vois, et faire sortir Désiré Doué qui, sur une fin de match, bon, lui est plutôt là pour emballer, pour prendre des risques, et qui en général peine à faire 90 minutes. Parce qu'on rappelle que c'est un tout jeune joueur qui découvre le 11, qui n'en sort plus hein, sur les derniers matchs. Donc demain, enfin, je pense qu'il sera titulaire. Et puis Gonzalo Ramos, j'aimerais aussi en parler quand même, parce que c'est vrai que il fait partie des débats chez les supporters. Je pense beaucoup moins au sein du staff technique. Samedi, encore une mauvaise titularisation, avec des occasions loupées. Dans la surface, très difficile à trouver. Il suit mal les mouvements, il n'est pas dans le tempo de l'équipe, il paraît un peu déconnecté. Et quand il décroche, voilà, il y a des difficultés techniques à conserver le ballon, à se connecter avec ses partenaires. Donc, même pour garder le ballon, en fait, on peut pas lui faire confiance demain. On peut pas dire, je vais mettre Gonzalo Ramos pour envoyer des parpaings, parce que je sais qu'il va les contrôler et qu'il va réussir à garder le ballon. Quand il lui brûle les pieds. Il s'en débarrasse très rapidement, et quand il le perd pas. Et dans ce match qui devrait être très rythmé, on peut faire le même constat qu'avec Ruiz. Ramos, c'est quand même un joueur voilà, qui est pas très rapide, qui est assez mou et qui globalement n'est pas trop dans le tempo. À part quand il faut presser. Ça, c'est vrai que tu peux pas lui enlever. Il enclenche, il est très bon pour aller mettre la pression sur les premiers relanceurs. Mais sur un contre, par exemple, il suit pas. Et dans la surface, on ne trouve pas. Donc, c'est vrai que ça écarte complet une titularisation de Gonzalo. Donc, demain, bien sûr, contrôler le match, l'efficacité qu'on a retrouvée, bien sûr, sur nos dernières rencontres. Hein, 7 buts marqués contre City et Salzbourg. Il faut être efficace, surtout que Nübel, le gardien de Stuttgart, on le connaît bien. Il a évolué en Ligue 1. Et il est mauvais. Alors, il est très mauvais. On connaît la propension du PSG à offrir des matchs de la rédemption à des joueurs qui sont dans de mauvaises passes. On se rappelle, hein, certaines prestations, Ruben Loftus-Cheek contre Milan, le Jadon Sancho qui s'offre un match légendaire à l'échelle de sa carrière contre nous en demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà, j'ai hâte de voir quel match va faire Nübel demain. Et bien sûr, espérant que on soit efficace très rapidement, il faut dès la première mi-temps boucler le match. Enfin, le scénario idéal, je pense, pour le staff, c'est on met un 0 à la pause, on met le 2-0 ensuite, et heure de jeu, grosse salve de changement, Fabian Ruiz, Lee Kang-in, comme ça, on calme le jeu, on verrouille, on fait tourner, et c'est terminé. Donc, j'espère que ça se passera, bien sûr, comme ça. De leur côté, ils ont un défenseur central suspendu qui est Rouault, hein, français, toulousain, je crois, ancien toulousain, qui a d'ailleurs fait une déclaration comme quoi on est moins impressionnant aujourd'hui que lorsqu'on avait Messi et Neymar sur le terrain. Alors peut-être qu'en tant que défenseur, c'est vrai,
parce que défendre sur ce genre de joueur, je pense que c'est quand même plus difficile que défendre Barcola et Doué. Mais après, collectivement, bon, la déclaration est un peu erronée et j'espère qu'elle lui portera malheur sur le match de demain qu'il ne jouera donc pas. Voilà. Bon, après, il y a plein de joueurs, hein. En défense, toujours, il y a Chabot, il y a Mittelstadt aussi, bien sûr Enzo Mio et Undaf devant. Même si leurs attaquants sont aussi, avec Demirovic, pas très cliniques, hein. C'est vrai que eux aussi vendangent beaucoup. Donc on a deux équipes assez similaires, hein. C'est marrant, mais deux équipes qui dans les deux surfaces sont pas très efficaces, même si nous, on a la dynamique de ces dernières semaines pour nous. Un arbitre inconnu, tiens, Davide Massa, italien, qui a une vingtaine de matchs en Ligue des Champions, aucun du PSG, donc on va voir. Alors, il donne beaucoup de cartons, hein. Il a la main lourde sur les cartons jaunes, donc faudra faire gaffe, quoi, parce que ça peut vite devenir un sujet pour le barrage retour ou un potentiel huitième de finale que cette accumulation de cartons jaunes. Voilà. Terminons avec quelques infos pêle-mêle. Déjà, le PSG Monaco du week-end du 8 février a été programmé au vendredi soir, donc le vendredi 7 février à 21 h au Parc des Princes. Donc ça, c'est plutôt cool. Pourquoi? Parce que si on se qualifie, le barrage, ce sera le mardi 11 ou mercredi 12, et du coup, ça nous laissera 4 ou 5 jours pour se préparer. Bien sûr, la Ligue est très arrangeante là-dessus. Ils n'ont pas programmé les matchs de Lille et Brest, parce que ils attendent de voir s'ils se qualifient directement en 8e ou s'ils sont hors du top 8 et du coup, barrage à jouer. Auquel cas, ils joueront avant nous le vendredi soir, et s'ils sont directement en 8e, bah du coup, ils n'auront pas de barrage et ils joueront le samedi. Donc voilà, la Ligue est très conciliante là-dessus, on les remercie. Juste avant, on jouera au Mans, donc c'est bien, c'est un déplacement pas trop loin, Coupe de France, c'est le mardi soir. Donc mardi soir et ensuite le vendredi. Voilà. Et aussi, une info, la résiliation du contrat de Neymar à Al Hilal, qui est officialisée. Ça me paraît important. Pourquoi? Déjà parce que c'est un ancien joueur. Ensuite parce que c'est un immense fiasco en Arabie Saoudite. Hein, on rappelle qu'il a joué 7 matchs, je crois. 650 000 € la minute de temps de jeu. Avec voilà, le salaire démentiel qui lui a été donné. Les 80-90 millions qu'on a reçus. Donc bien sûr, on ne cessera jamais de dire que cette opération, vraiment, est potentiellement une des meilleures ventes de l'histoire du club. C'est fou, hein. Mais c'est dingue d'avoir fait ce mouvement et que 15 jours après, c'est malheureux, hein, mais il se pète avec le Brésil. C'est pas il se pète avec Al Hilal dans le championnat saoudien, c'est il se pète avec le Brésil en trêve internationale. Donc, s'il était resté au PSG, il se serait pété aussi. Donc, c'est vrai que cette vente est assez extraordinaire. Il retourne à Santos, ça par contre c'est la belle histoire. Ça franchement c'est la belle histoire, ils font une espèce de montage où il prend des parts dans le club pour avoir un salaire convenable à son échelle. On rappelle que lui et son père sont très proches de leurs sous. Voilà, je crois qu'il a touché une partie des 6 mois restants, les 6 mois restants du contrat le liant à Al Hilal, mais il a fait une croix sur une petite partie, je crois. 10 millions si je dis pas de bêtises. Alors, tout ça pour dire que Al Hilal, qui sont sur Mohamed Salah, vont accélérer sur l'Égyptien. Ils ont plus de grandes stars. Et cet été, là, ils ont eu l'accord, hein, la Ligue saoudienne va les soutenir. Ils vont faire une star. Et je pense qu'ils vont mettre la grosse pression sur Mohamed Salah, qui, on le rappelle, est pisté par le PSG, selon certaines sources. Alors, c'est un dossier très bizarre, parce qu'il s'inscrirait pas du tout dans la lignée de nos recrutements depuis l'arrivée de Luis Enrique, à savoir, enfin, des jeunes joueurs, potentiels machin. Mais de l'autre côté, c'est quand même un ailier droit top classe mondiale qui colle avec ce que Luis Enrique attend d'un joueur. Enfin, il fait les efforts défensifs, il prend la profondeur, il marque, il est capable de jouer à différents postes comme Luis Enrique l'adore. Nasser, pareil, l'adore. Les Qataris recrutaient un Égyptien, je suis sûr que pour eux, ce serait vraiment un coup gigantesque. Donc c'est vrai que ça nous fait du coup plus de concurrence pour cet été sur ce dossier. Et il y a aussi un autre truc sur lequel je voulais revenir, c'est les rumeurs la semaine dernière sur Rodrigo, qui serait un rêve de Nasser, et s'il y a une fenêtre qui s'ouvre cet été, on se faufilera dedans. Je peine à y croire parce qu'on vient de recruter Kvaratskhelia. Rodrigo, s'il part du Real, c'est pour recruter le couloir gauche. On a déjà Barcola et du coup le Géorgien. Bon, je le disais de toute façon quand Kvaratskhelia a signé, hein, ça enterre.
Le dossier Rodrigo, je vois pas trop pourquoi il quitterait Madrid où il est à droite pour au PSG jouer à droite. Voilà. Donc j'y crois assez peu à ce dossier, même si on n'est jamais à l'abri d'un Nasser qui décide de sortir le chéquier et réaliser un de ses nombreux rêves, comme il a l'habitude de le faire. Hein. On rappelle que le dernier en date, c'était Randal Colomwani. Donc voilà. Bon, Randal, hein, on espère que demain, il va pas trop marquer, parce que du coup, si Benfica encaisse beaucoup de buts contre la Juve et que nous, on perd, bon, ça fait une condition en moins pour la qualification, quoi. Voilà. Après, bon, la Juve, c'est une équipe qui peine à marquer, qui fait globalement que des matchs nuls, donc je les vois mal mettre une valise au Benfica d'Angel Di Maria, d'ailleurs. Voilà. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve du coup demain soir pour le débrief de ce PSG Stuttgart qui, on l'espère, sera heureux avec un classement. Le débrief pourrait sortir peut-être un peu plus tard parce que je pense que j'attendrai le classement final en fait pour me projeter sur... non, en vrai je ferai une vidéo jeudi donc on pourra parler du classement jeudi. Bref, bonne soirée à tous, ciao les amis.